Mémoriser le tout et ensuite vous me ferez passer un examen. Mais tout d'abord, des commentaires pour le bénéfice des témoins et des députés. J'ai 2 cartes. La carte jaune signifie que vous devez conclure en 1 minute. La rouge indique que votre temps est écoulé. Veuillez attendre que je vous reconnaisse nommément avant de prendre la parole. Je vous rappelle à tous de ne pas parler en même temps que vos collègues car il sera difficile pour nos interprètes de bien faire leur travail. Bien entendu, veuillez vous assurer que tous les commentaires sont adressés à la présidence. Veuillez lever la main si vous voulez prendre la parole. Le greffier et moi allons gérer l'ordre des intervenants du mieux que nous pouvons. Merci de votre collaboration. Conformément à l'article 108.2 du règlement et à la motion adoptée par le comité le 23 octobre 2025, le comité reprend son étude de la teneur du projet de loi C-12, loi concernant certaines mesures relatives à la sécurité des frontières du Canada et à l'intégrité du système d'immigration canadienne et concernant d'autres mesures de sécurité connexes. C'est notre 2e réunion sur 4 pour parler des articles qui concernent l'immigration. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos témoins de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Manon Brassard, présidente, Roger Hermuth, secrétaire général, et Rula Itrides, vice-présidente, section de la protection des réfugiés. Bienvenue à vous tous. Madame Brassard, je vous invite à faire vos remarques liminaires. Vous avez 5 minutes, après quoi nous allons avoir un tour de questions. Vous parler de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. As you know, the IRB is a Comme vous le savez, la CISR est un tribunal quasi-judiciaire qui a vu le jour en 1989. Nous rendons compte au Parlement par l'intermédiaire de IRCC. Notre mandat consiste à régler de manière efficace, équitable et conforme à la loi les questions d'immigration et d'octroi de l'asile. À titre de tribunal administratif, nous devons mettre à profit notre expertise pour instruire et régler un grand nombre de cas. La CISR a rendu 102 000 décisions l'an dernier. De ce nombre, plus de 68 000 ont été rendues par la section de la protection de réfugiés. Cela représente une hausse de 42 % de la productivité par rapport à l'année précédente. Et ce nombre était supérieur à celui de la capacité financée, qui est de 60 000 cas. Processus à travers le pays. On gère maintenant un inventaire au niveau national. On a utilisé la technologie et automatisé nos processus lorsque cela était possible et nous gérons notre inventaire de façon à maximiser le temps pour les audiences. High volume is nothing. Régler un grand nombre de cas ne vaut rien si nos audiences ne sont pas tenues dans le respect des principes de justice naturelle et d'équité procédurale. Nos motifs de décision doivent respecter le critère énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Valivov. Ils doivent être suffisants, transparents et faciles à comprendre pour l'instance révisionnelle et, plus important encore, pour les demandeurs d'asile eux-mêmes. Il faut s'y attendre, nous instruisons tous les jours des cas qui mettent en cause des droits protégés par la Charte, comme le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. On ne peut pas donc réduire ça à cocher une liste de contrôles. Les décisions ne sont pas souvent renversées. 1 % des décisions de la section d'immigration et de la section d'appel ont été infirmées par la Cour fédérale l'an passé. I'd like to turn to our challenges. J'aimerais maintenant vous parler de nos défis. Vous êtes tous au fait des demandes d'asile en instance à la section de protection de réfugiés. Il y en a maintenant 280 000. Le tiers sont des dossiers incomplets. Comment en sommes-nous arrivés à ce nombre? Très simplement, 2 ans de record en ce qui concerne le nombre de cas reçus. En 2022-2023, 156 000. En 2024-2025, 176 000 cas. Notre financement prévoit le règlement de 60 000 demandes d'asile. Nous en avons réglé 70 000. Comparons ces chiffres avec ceux des 10 dernières années. En moyenne, 29 000 demandes d'asile étaient déférées et la Commission a réglé en moyenne 26 000. Donc, si l'on regarde les années vers la fin, le nombre maximal était de 70 000 de reçus et 48 000 de réglés, de traités. À la fin de 2022, il y avait 54 000 demandes d'asile. Selon la capacité actuelle, qui est d'environ 80
000 cas. Nous pourrions régler ces demandes d'asile en à peu près 8 mois. Instances, donc celles qu'on a actuellement, sont relativement récentes. Elles ont un peu moins de 2 ans pour la plupart. Une demande qui est tranchée aujourd'hui, décidée aujourd'hui, a attendu à peu près 22 mois et ça comprend les 6 à 8 mois requis par CBSA pour faire les vérifications de sécurité. A case being sent to us today, given our ability to finalize about 80. Comme les demandes d'asile en instance sont relativement récentes, cela prendrait d'environ 44 mois pour les traiter, pour des cas qui sont référés à nous aujourd'hui. Donc, de 24 à 45 mois avant d'arriver à une décision. La capacité financière de la CIASR est de 70 000 demandes, mais grâce au gain d'efficacité que nous avons réalisé, nous pensons régler au moins 80 000 cas. La CISR a investi dans l'augmentation de sa productivité. Certains de nos projets ont déjà produit des résultats concrets et voilà pourquoi nous pouvons faire mieux. Et d'autres sont sur le point de se concrétiser. Nous avons constaté des progrès bien tangibles, mais il reste d'autres plus à faire. C'est pour ça que je suis convaincue que la CISR continuera à relever avec succès les défis à venir et apporter sa contribution au sein du grand système d'octroi de l'asile du Canada. Donc, je vous cède la parole, Madame la Présidente. Je suis impatiente de discuter avec vous. Vous êtes une professionnelle, Madame Brassard. Il vous manquait 3 secondes avant l'expiration du temps. Je vous en remercie. Nous allons passer à notre premier tour de questions. Les députés auront 6 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps. Je vais vous demander de poser des questions courtes et je demanderai aux témoins de bien vouloir répondre aussi rapidement que possible. Nous allons commencer avec M. Reddycott. Vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins. Vous avez parlé de la capacité et de la façon dont vous avez essayé d'améliorer la capacité pour régler l'arriéré des demandes qui existent pour beaucoup de raisons. J'aimerais parler d'autres choses. J'aimerais réduire le nombre de demandes. Donc, parlons de l'entente sur les tiers pays sûrs. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du Canada que les États-Unis sont un pays sûr? Il a été établi par le gouvernement que c'est le cas. Est-ce que vous convenez que la Grande-Bretagne a un pays un système d'asile comparable à celui des États-Unis? Okay. How many IRB resources? Question. Combien de ressources seraient consommées par des demandes venant de la Grande-Bretagne, par exemple? We have a huge caseload of we have in inventory 17 cases. Okay, and what about people that arrived from Great Britain, transiting from Great Britain? We have stats around country of alleged persecution, not necessarily country of transit. So you have no idea when somebody, using Great Britain as an example, somebody arrives from there, you do not know that that's where they arrived from. You just track their country of origin? We will know when we look at the case itself, but in data that we collect to do charts that look like this, we don't collect the country, the route that they took to come here, whether they went through 1, 2, or 3 countries before they arrived here. But we will consider it as part of listening to the claim and making a decision on the well-fundedness of the claim. So to your knowledge, would there have been a decent number of claimants that would have transited through Great Britain, as an example? I can come back and try. We don't have statistic on that. It's very difficult to offer a number. Pardon, Monsieur le Président. Madame la Présidente. Apologies, Madam Chair. I believe that the interpretation has stopped. Je l'entendais comme il faut. Est-ce que vous nous entendez? C'est bien. Je vais vous permettre de recommencer votre temps. Allez-y.
est-ce qu'il y aurait une réduction du nombre de cas si un demandeur d'asile qui passait par la Grande-Bretagne était automatiquement éliminé étant donné qu'il venait d'un pays sûr? Je pense que le fait de passer par un pays n'est pas un facteur pour nous permettre de décider oui ou non. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'accord sur les tiers pays sûrs? Réponse. Nous avons un accord avec les États-Unis et nous renvoyons les gens aux États-Unis. Question. Est-ce qu'on devrait avoir un accord avec la Grande-Bretagne? Réponse. Ce n'est pas à moi de le dire. Question. Est-ce que ça diminuerait le nombre de cas à traiter? Réponse. Tout accord selon lequel le gouvernement renvoie des pays dans un autre pays aurait des répercussions sur le nombre de cas. Il y a eu des cas de fausses demandes auprès des agents et bien sûr, ça mine à l'intégrité du système. Il s'agit de mentir délibérément. Quelle proportion des appels trouvent des cas de fraude? Réponse. Donc, nous examinons la crédibilité de la demande. Les gens peuvent mentir sur leur pays d'origine ou la nature de leur demande. Ils ont peut-être des documents qui s'avèrent fausses. Mais est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous connaissez la proportion de personnes qui soumettent des demandes fraudulentes? Réponse. Nous avons des chiffres sur les demandes non fondées. Est-ce qu'il s'agit de statistiques? Oui, c'est un chiffre. Est-ce que c'est quelque chose qui est publié? Je les possède. Vous pouvez déposer ça auprès de notre greffier. Donc, ce que vous dites, c'est que si quelqu'un ment au sujet de sa situation, l'appel n'est pas automatiquement rejeté. Réponse. Bien, c'est pour ça que nous avons des audiences. La personne se présente, elle demande le statut de réfugié et elle doit prouver le bien fondé de sa demande. Elle doit confirmer son identité, elle doit prouver qu'elle se sent persécutée. Il vous reste 1 minute. Et la personne doit soumettre des documents et montrer qu'elle n'a pas de protection chez elle. Donc, parfois, nous constatons que les documents ne sont pas véritables. Il me reste une question. Parfois, les gens quittent le pays pour aller chez eux ou dans un autre pays. Ils ne sont pas ici pour l'audience. Cela se fait, oui? Oui, et à ce moment, on décide que la demande est abandonnée. C'est abandonné. Oui, nous fermons le dossier. Les gens ont l'occasion d'être à l'audience, mais si la personne n'est pas là, on abandonne le cas. Est-ce que cela se produit souvent? Il n'y a pas de conditions liées à cela. Si la personne ne se présente pas à l'audience, on rejette la demande. Et si la personne est retournée dans son pays et il revient au Canada, est-ce que sa demande est rejetée? Si elle est retournée dans son pays, alors, on se poserait la question à savoir si la demande est bien fondée, si la personne retourne dans le pays où elle était persécutée. Bon, on se poserait des questions. Merci beaucoup. Nous avons dépassé le temps. Nous allons passer à M. Fragiskatos pour 6 minutes. Merci à nos témoins d'être ici. Je comprends le contexte plus large dont vous avez parlé. J'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Vous avez cité certains chiffres, des statistiques comparativement aux chiffres d'il y a 10 ans. Et, évidemment, nous recevons plus de demandes chaque année. Comment est-ce que les chiffres se comparent avec les chiffres à l'étranger? Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut bien établir le contexte parce que si l'on prend le Canada isolément, on penserait que c'est juste un problème qui existe ici. Mais en fait, c'est une situation qui existe partout dans le monde, n'est-ce pas? Réponse.
Ce que j'entends de la HCR, et je crois qu'ils ont été invités à votre comité, mais les gens qui se déplacent à cause de la guerre, des guerres civiles et pour d'autres raisons difficiles, le nombre de ces gens augmente. Donc, si les gens doivent se déplacer, ils vont demander asile ailleurs. Le Canada n'est pas le seul pays à constater une augmentation du nombre de demandes d'asile avec le temps. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une situation unique au Canada. Je ne peux pas offrir de chiffres concernant l'augmentation du nombre de réfugiés ailleurs comparativement à ici au Canada, mais les autres pays ont aussi des arriérés. Quel est le nombre de demandes d'asile qui a été faites en 2023 ou 2024? 154 000 et 176 000. Merci. Je regarde un site web de l'Union européenne sur l'Allemagne. C'est un pays qui se compare au Canada à plusieurs égards. En 2023, ils ont eu 329 000. En 2024, 2029 000 demandes. En Grande-Bretagne, ou plutôt au Royaume-Uni, plus de 100 000 demandes d'asile. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut tenir compte du contexte global. En effet, le Canada n'est pas seul à avoir cette situation. Je parlais du fait que nous avons une augmentation extrêmement rapide. Donc, nous sommes passés d'une 70aine de mille et ensuite, ça a beaucoup augmenté. Donc, cela a été un choc pour le système de CISR. Donc, cette grande augmentation nous a amenés à des niveaux records. C'est à ce moment-là que je suis arrivée en poste et je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes. Et donc, c'est beaucoup comparativement à la capacité de notre système. Donc, c'est vrai que le Canada n'est pas le seul pays à avoir cette situation. Merci beaucoup. J'aimerais savoir ce qui se fait pour traiter les demandes aussi rapidement que possible, tout en assurant que les normes de base et la primauté du droit et les droits de la personne sont respectés. Que fait la CISR? Nous sommes un tribunal, donc nous avons un conseil. Beaucoup des membres sont des avocats. Nous offrons une formation de 6 à 8 semaines. Il y a une année pendant laquelle on offre du mentorat et du coaching. Donc, c'est une formation continue. Nous veillons aussi que chaque commissaire est au courant des nouvelles décisions des tribunaux. Nos audiences ont toujours un interprète sur place. La crédibilité est importante. Les raisons des décisions doivent être comprises, bien justifiées également. Donc on suit la logique d'un tribunal normal. Quelques questions de suivi par rapport aux autres tribunaux qui existent dans des pays comparables. J'ai parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Vous pourrez peut-être nous parler d'autres pays, mais leurs systèmes sont aussi surchargés avec énormément de demandes. Avez-vous des méthodes, des approches que vous partagez pour justement traiter ces demandes efficacement? Oui, il y a une association des juges en matière d'immigration qui existe. J'en suis membre. Il y a une collaboration donc qui existe. On échange nos points de vue avec d'autres pays et il est estimé que, en tout cas, nous partageons la manière dont nous traitons nos demandes. Il y a une collaboration qui existe, donc un
échange d'idées aussi. Mais c'est vrai que le cadre juridique varie de pays en pays. On tire certaines leçons de l'expérience de certains pays, mais certaines de ces expériences ne sont pas transférables non plus. Le temps est écoulé. Merci, Madame Brassard. Monsieur Simard, allez-y, 6 minutes. Merci, Madame Brassard, d'être avec nous. Je vais peut-être revenir sur le contexte dont parlait mon collègue, Monsieur Fragiskatos. Vous savez, en 2022-23, je crois, j'ai aidé une famille de Salvadoriens à rester chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et malheureusement, pour moi, ça a passé dans les médias. Ce qui a fait boule de neige, puisque on s'est ramassé à mon bureau de circonscription avec un nombre incalculable de demandeurs d'asile qui nous demandaient de leur donner un coup de main. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que je crois sincèrement que sur le nombre, et vous avez indiqué ça dans votre déclaration liminaire, qu'on a atteint des records en 2022, 2023, 2024, 2025. Il y a probablement une partie de l'explication qui vient du contexte international. Mais je demeure persuadé que les déclarations de M. Trudeau ont eu un effet. Si un premier ministre dit on est une terre d'accueil, venez chez nous, vous êtes les bienvenus, c'est chaleureux, c'est amical, c'est généreux. Mais dans les faits, à l'heure actuelle, où beaucoup de gens s'informent sur les médias sociaux, je peux comprendre, moi, à mon modeste niveau, qui a aidé des migrants avec le flux de gens que j'ai reçus par la suite, je peux comprendre l'effet boule de neige que ça a. Et si je vous dis ça, c'est que j'aimerais mieux comprendre, je ne sais pas si vous avez des statistiques que vous pouvez peut-être déposer au comité, j'aimerais mieux comprendre la courbe. T'sais, à partir de quel moment on se retrouve, vous parlez d'une année record 2022, 23, 24, 25, mais j'ai l'impression que même avant ça, il y a une courbe ascendante de demandeurs d'asile qui arrivent au Canada. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de fournir ça au comité, mais j'aimerais voir à quel moment cette courbe-là commence à augmenter d'une façon disproportionnée. Oui, tout à fait. C'est 23-24, 24-25 qui sont les deux grosses années, Madame la Présidente, sur l'augmentation. 22-23, c'était encore relativement stable. Ouais. Mais avant ça, si on le prenait sur une période de 10 ans, il doit y avoir un moment où j'ai suivi, comme vous avez peut-être suivi, tout la saga du chemin Roxham. J'ai suivi ces éléments-là. Mais si on se met sur une période de 10 ans, il doit y avoir un moment où, pour que le Québec, entre autres, dise qu'il reçoit une portion disproportionnée de demandeurs d'asile, il doit y avoir un moment où on voit... Avec IRCC, nous avons des chiffres que je vous ai donnés sur le temps avec nous. Et pour savoir où les gens sont rendus, on a en place un portail qui s'appelle Mon dossier, My Case, et qu'on rend graduellement accessible aux gens eux-mêmes. Pour l'instant, on l'a rendu accessible à l'ensemble des avocats. Donc, ils savent où leur dossier est rendu. La prochaine étape, et on a commencé, c'est avec les revendicateurs qui ne sont pas représentés par avocat. Comme ça, on couvrira tout le monde. Et la prochaine étape, ce sera les revendicateurs représentés par avocat aussi. Merci. Les représentants désignés. Merci, Madame Brassard. Merci, Monsieur Simard. OK, our second round is... Deuxième tour de questions, 5 minutes par député. Repassons à Monsieur Redekop. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame Brassard, en début de rencontre, vous nous avez dit qu'à l'heure actuelle, une nouvelle demande prendra à peu près 44 mois à traiter, que vous avez à peu près 270 000 cas à traiter. Donc, on n'a jamais vu ce genre de chiffre auparavant. Est-ce que j'ai tort? Et est-ce que ça vous empêche de dormir? Oui, tout à fait. Les 290 000... Un tiers de ces demandes sont des demandes incomplètes, à savoir qu'il nous manque des documents. On ne peut pas donc les traiter. 44 mois, oui, ça m'inquiète. C'est pour cela qu'on travaille très fort pour essayer de réduire ces temps de traitement. Et c'est pourquoi on a mis sur pied mon dossier.
de la formation, des vidéos pour les revendicateurs, pour qu'ils et elles sachent ce qu'il ou elle a à faire. Hier, un plan de travail a été publié et 140 000 places supplémentaires ont été annoncées. Est-ce que certaines de ces places vont aller à la commission? Bien, il faudrait que je vérifie avec IRCC, mais je crois que ce sont des places qui concernent les personnes qui ont besoin d'une certaine protection, personnes qui ont reçu une décision positive de notre part déjà. J'aimerais repartir maintenant sur les demandes abandonnées. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que si une personne n'est pas au pays lorsque l'audience a lieu, eh bien, c'est un rejet automatique. C'est bien cela? Le dossier est clôturé? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une demande pourrait être abandonnée, mais premièrement, si on vous convoque à une audience et que vous n'êtes pas là, on va vous demander de venir à une audience spéciale pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu. Et à moins que vous ayez une bonne raison, eh bien, votre demande sera abandonnée. Bon, disons que cette personne est maintenant de retour au Canada et qu'elle est disponible pour l'audience. Est-ce que ça les disqualifie, le fait de ne pas avoir été à la première audience? Eh bien, il faudrait poser la question au ministre. Donc, la demande serait probablement abandonnée, ou est-ce que la loi doit être renforcée? Je ne sais pas si je comprends votre question. Bon, en fait, s'ils ont quitté le pays, c'est cela, et qu'ils essayent de re-rentrer, bon, de toute façon, ils ne seraient pas autorisés à re-rentrer puisqu'ils ont déjà fait une demande au Canada, au préalable. Donc, c'est plutôt une question d'éligibilité ici. D'accord, je vois. Lorsque la ministre a comparu, eh bien, elle nous a dit en fait, avez-vous des chiffres de demandes? Vous avez vu la même tendance, des descriptions qui sont fausses. Ce sont donc de fausses demandes. Eh bien, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais ce que je peux vous dire sur Simila Bock, eh bien, c'est si la ministre, ou en tout cas le représentant de la ministre, voit qu'il y a plusieurs cases semblables et nous le dit, eh bien, on s'assurera que... Attendez, une minute. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais une idée que j'aimerais vous suggérer, ne serait-il pas mieux si le revendicateur devait faire sa demande en arrivant au pays? Parce que si j'ai bien compris, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ce serait bien qu'il y ait aussi peut-être un enregistrement par vidéo. Est-ce que ça vous aiderait de cette demande? C'est vrai qu'on présuppose que si vous faites une demande le plus tôt possible, ou non, ou plus tard, donc si vous attendez avant de faire votre demande, eh bien, la demande peut être quelque peu questionnée, c'est-à-dire comme si la peur n'était pas bel et bien réelle. Mais vous savez, parfois, ça prend du temps pour faire cette demande de statut de réfugié. Et donc, si vous êtes arrivé en tant que visiteur ou travailleur et que vous n'avez pas été persécuté, il n'y aura pas d'audience de la sorte. Donc, ce qui est pertinent, et c'est la Cour fédérale qui le dit, eh bien, on regarde le retard. Si le retard est expliqué, si la raison est valide, eh bien, un retard n'est pas une raison suffisante pour rejeter une demande. Merci. 5 minutes à Monsieur Zubari maintenant. Merci, Madame la Présidente. I want to pick up on a theme you were... J'aimerais parler d'un thème dont vous nous parliez, donc le changement de pays. Dans les procédures donc de la CISR, est-ce que parfois ce changement de pays peut venir jouer dans la décision que vous allez prendre face à cette demande? Oui, dit le témoin. Si une personne fait une demande d'asile
Et lorsque cette demande est entendue, eh bien, est-ce que leur situation est pire? Est-ce qu'elle s'est améliorée? Ça sera pris en considération par la Commission et on va bien sûr faire preuve de justice et la décision sera prise en fonction de toutes les preuves qui sont face aux décideurs. C'est vrai que tout tribunal, comme vous le dites, vont prendre en considération tout changement qui aura eu lieu entre-temps. Bon, si l'on regarde la loi actuelle, on voit que le demandeur a 1 an ou parfois 14 jours pour faire sa demande au tribunal, donc pour demander l'asile. Après cela, pour ne pas être renvoyé du pays, la personne doit faire donc passer à travers la procédure de l'examen de risque avant renvoi. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence entre l'accès... En fait, nous parler davantage de ces choses-là. Donc, je peux vous parler un peu plus de la commission. À la commission, eh bien, la personne peut être représentée par un conseiller juridique. Et cette personne, ce conseiller, aura un rôle très actif. La justice nationale, maintenant, bien, là, ils ont l'occasion de présenter leur demande à l'oral, surtout s'il y a eu un problème lié à la crédibilité, un interprète, un représentant désigné aussi peut-être sur place, peuvent être sur place. Ça fait partie des normes législatives. Ah oui, donc l'évaluation de risque, l'examen des risques avant renvoi, pardon. Une fois que vous avez reçu une décision donc négative de la part de la commission, mais que vous n'avez pas encore été renvoyé et qu'un an est écoulé et qu'on est prêt à vous renvoyer, eh bien, vous avez quand même bénéficié de la décision de la section d'appel des réfugiés, de la section de la protection des réfugiés. Et donc, il y a quand même tout un processus. Oui, mais si j'ai bien compris, l'examen des risques avant renvoi, c'est de quoi? C'est un fonctionnaire qui va prendre cette décision grâce à des documents qu'on lui aura envoyés. Non, il y a quand même des audiences pour cet examen. Mais bon, ces questions doivent être posées à IRCC. D'accord, je comprends. Le budget 2025 comprend 66 millions de dollars pour l'ACISR. Comment est-ce que cela va vous aider à faire votre travail à l'avenir? Bon, dans le budget, on propose d'améliorer les demandes, le traitement des demandes, 33 millions de dollars sur les 3 années à venir, et un financement aussi des crépusculaires qui devait prendre fin le 31 mars. Et là, donc, un financement qui a été renouvelé pour 2 ans. Nous allons donc continuer nos efforts afin d'améliorer le système. On a commencé avec les résultats plus faciles à obtenir. Et puis, je pourrais vous parler davantage du reste, mais en tout cas, on va essayer d'obtenir le plus de résultats possible, le plus rapidement possible. D'accord, j'apprécie grandement votre travail ainsi que le travail de vos collègues. Merci de vous assurer que toutes les personnes qui se présentent eh bien, ont le droit à un processus quand même juste, des audiences justes. Merci beaucoup, Madame Brassard, Monsieur Zuberi, Monsieur Simard, 2 minutes. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur ce que je vous disais tantôt, ce serait apprécié, je crois, si vous pouviez déposer au comité une trajectoire sur 10 ans de la montée des demandeurs d'asile. Oui. Sur la question de la disposition des 14 jours qui est dans le projet de loi, est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec IRCC sur la mise en œuvre
ce fameux 14 jours? De quelle façon ça va se faire? At this point in time, what I understand. À l'heure actuelle, pour ce qui est des 14 jours, si une personne reste dans 14 jours, normalement le 15e jour, elle pouvait faire une demande, mais là, ce n'est plus le cas. Donc, on viendra chercher une partie de la charge de travail de la CISR et se tournera plutôt vers l'examen des risques avant renvoi. Donc, il sera important ensuite de parler de ce que cela va représenter exactement, combien de cas seront demandes seront... Vous parlez en français? Je parle en français depuis bientôt 50 ans. Non, oui, moi aussi, mais moi aussi, depuis plus longtemps, soyez-en assurés. Mais mon cerveau, excusez-moi. Alors, je disais, on va constater, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, une diminution de notre volume de dossiers. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça diminuera le volume de cas déférés au Canada, dans l'ensemble, aux deux organisations. Mais si je vous demande ça, c'est que assurément qu'il y aura des dossiers où la date d'entrée va être incertaine. Donc, comment on fait pour juger qu'on est au-delà des 14 jours? Je crois qu'il devrait y avoir des directives par IRCC. De la même façon qu'il existe des cas particuliers, si je pense aux réfugiés haïtiens. Donc, vous voyez, il y a tout un nombre de facteurs qui rendent ce calcul-là assez complexe. Donc, c'est pour ça que je vous demande, il faudra y avoir assurément un arrimage avec IRCC pour arriver à déterminer d'une certaine façon comment on applique ce fameux 14 jours-là. Et ça, est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que c'est un travail qui va venir un peu plus tard? Il y a certaines conversations qui ont lieu sur la mise en œuvre. Et je pense qu'on s'attarde aussi sur les aspects de technologie là-dedans, puisque dans les propositions, il y a aussi d'avoir un seul one file du début à la fin. Alors, il y a des conversations là-dessus qui sont plus des questions de mise en œuvre. Mais la question de savoir la date d'arrivée, il sera vraiment déterminé par eux à ce moment-là. Merci, Madame Brassard. That's way over time. Thank you. Okay, next we have Ms. Rempel-Garner. Nous passons à Madame Rempel-Garner pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Auparavant, devant le comité, vous avez dit que le tiers de l'arriéré sont des demandes incomplètes. Oui, c'est vrai. Combien de temps est-ce que vous conservez une demande incomplète avant de l'abandonner? Si la demande est incomplète, c'est à cause de l'examen des risques avant renvoi. Je ne peux pas abandonner une demande lorsque ce n'est pas la faute du demandeur. Donc, vous n'abandonneriez jamais une demande. Le Conseil n'abandonnera jamais si c'est pour une raison qui ne relève pas du demandeur. Mais est-ce que tous les cas ou des demandes incomplètes le sont parce qu'on attend l'examen des risques ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il peut y avoir d'autres raisons. Combien sont pour d'autres raisons? Donc, si le formulaire n'est pas complet, mais il y a un délai. Mais pour ceux qui ne sont pas liés à des examens de risque, combien de cas de l'arriéré sont incomplets? J'ai les raisons, je n'ai pas les chiffres pour vous. Est-ce que vous pourriez soumettre les chiffres au comité? Oui. Donc, dans ce cas, combien de temps est-ce que vous attendriez avant de fermer le dossier quand ce n'est pas lié à l'examen des risques, par exemple? Nous allons communiquer aux demandeurs le fait qu'il y a un retard et nous allons leur donner une échéance. Combien de demandes est-ce que vous avez abandonnées au cours de la dernière année? 11 000.
Est-ce qu'il y avait une période ou est-ce qu'il y a une échéance ou des normes à cet égard? Peut-être environ 6 mois, mais il n'y a pas de normes, non. Si vous me permettez. Mais il y avait autre chose que je voulais clarifier. Vous avez dit à mon collègue que si un demandeur arrive à un point d'entrée canadien, la personne serait inadmissible. Est-ce que c'est correct? Je ne suis pas certaine de comprendre le début de votre question. Je crois que vous avez dit que si la personne avait quitté le pays parce qu'elle était inadmissible, si elle a fait une demande et elle refait une nouvelle demande en revenant, elle est inadmissible. Merci, je voulais clarifier cela parce que ce n'était pas clair pour moi plus tôt. Donc, pour être clair, si quelqu'un fait une demande et ensuite elle quitte le pays, lorsqu'elle revient au pays, elle ne peut pas poursuivre la demande. On la considère abandonnée. Oui. Combien est-ce que vous avez annulé de cette façon dans les dernières années? 11 000 au total. Mais les 11 000 étaient des formulaires non complets, plutôt. Si la personne entame le processus et quitte le pays alors que la demande n'est pas complétée, on va annuler la demande. Donc, je ne comprends pas tout à fait votre façon de dire que vous abandonnez les demandes. Donnez-moi 2 secondes pour vous expliquer. D'abord, il y a l'abandon de la demande, ce qui veut dire que le demandeur ne soumet pas tous les renseignements. On peut parler de demande incomplète, par exemple, à cause de l'examen de risque qui manque. Et aussi, la ministre a le pouvoir d'annuler l'admissibilité d'une personne. Donc, avec une demande incomplète, pour des raisons non sécuritaires, elle pourrait quand même avoir accès à des services sociaux, le logement, les soins de santé. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tant qu'ils sont des demandeurs d'asile. Donc, est-ce qu'il y aurait une économie de coûts si on avait une échéance pour les demandes incomplètes? Il existe en ce moment certaines échéances. Quelles sont-elles? Nous arrêtons de 6 à 8 mois pour obtenir l'examen des risques. Madame Rempel, permettez à la témoin de répondre. C'est bien beau, j'ai ce dont j'ai besoin pour proposer des amendements. Vous pouvez répondre, Madame Brassard. Donc, cela prend de 6 à 8 mois et nous n'abandonnons pas les demandes jusqu'à ce qu'on reçoive l'examen. Les demandeurs ont en général 45 jours, mais parfois même 90 jours si, après les 6 à 8 mois, la demande n'a pas été complétée. Mais s'il n'y a pas de raison, nous abandonnons. Merci, Madame Rempel-Garner. Nous passons à Madame Saïd. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins. Ma première question est la suivante. Le gouvernement a investi dans plus de ressources pour CISR et vous avez augmenté votre capacité à traiter les demandes, comme vous l'avez dit. Mais le système est toujours surmené. Donc, il y a beaucoup de temps d'attente pour les gens qui veulent commencer la nouvelle vie au Canada. Je l'entends souvent dans ma circonscription. Les personnes ont laissé les êtres chers dans leur pays. Pourriez-vous nous dire de quelle manière le projet de loi C-12 vous permettra d'arriver aux audiences plus rapidement pour les demandeurs d'asile? Le projet de loi C-12 touche la CIRCA de 6 façons. Les motifs d'inadmissibilité et le fait de forcer les gens de faire la demande avant 1 année
Nous allons voir si plus de personnes vont soumettre la demande dans la première année. Si les demandes sont complétées plus rapidement grâce à une seule demande faite en ligne, nous espérons aboutir à des décisions plus rapidement parce que nous pouvons compléter les dossiers plus rapidement. La ministre doit avoir l'occasion de faire sa diligence raisonnable et donc cela élimine une étape et raccourcirait le processus pour nous. Donc, il y a des moyens de faire et c'est ce que le projet de loi essaie de faire pour réduire les délais. Un des objectifs du projet de loi est d'améliorer le système d'immigration du Canada. Du point de vue de CISR, quels outils ou garde-fous permettraient de déceler ou d'éviter les abus tout en respectant nos engagements humanitaires? Je pense qu'il s'agit d'une question pour IRCC. Pour nous, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'abus du système. Nous voulons avoir les faits, les dossiers. Nous informons la ministre lorsque nous trouvons quelque chose d'anormal dans le dossier et nous demandons à la personne de comparaître devant le CISR. Donc, nous avons des mécanismes pour assurer l'intégrité du système. La disposition sur le partage des renseignements. Est-ce que cela va vous aider à CISR? Et dans ce cas, quels seront les avantages? Je pense que le partage des renseignements touche plus IRCC que CISR. Donc, les renseignements de IRCC ne vont pas vous aider. Nous avons certaines choses dont nous avons besoin et nos règlements dictent de quoi nous avons besoin pour pouvoir entamer une demande. Nous pouvons demander à la ministre d'intervenir, par exemple, concernant les visas de voyage et les documents. Mais nous avons déjà ces documents parce que IRCC nous les fournit déjà en vertu de la loi qui existe déjà. La mise en œuvre exigera une coordination entre CSR, IRCC, ASFC. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer d'avoir une bonne partage des renseignements et pour éviter le dédoublement afin qu'on puisse mettre toutes les provisions en œuvre? Je pense que c'est une question de gestion. Le CISR est un tribunal et les autres parties peuvent paraître devant le tribunal. Je vous ai dit 1 minute. Il vous reste 1 minute. Merci. Le budget de 2025 comprend beaucoup de mesures pour l'avenir de l'immigration, y compris les plans de niveau d'immigration jusqu'en 2026. Pourquoi est-ce que c'est important pour reconnaître les personnes admissibles comme résidents permanents? Le CISR ne participe pas aux discussions concernant les niveaux d'immigration. Cela relève de IRCC. Comme je l'ai dit, je crois que la disposition dont vous parlez concerne les gens qui ont déjà le statut de réfugié. Donc, cela n'a rien à voir avec le fonctionnement de CISR. C'est pour les gens qui ont déjà obtenu une décision positive et ensuite IRCC prend la relève pour ces gens-là pour leur permettre d'arriver à une résidence permanente plus rapidement. Merci, Madame Zaïd. Merci, Madame Brassard. Il nous reste 8 minutes. Je vais accorder 3 minutes aux conservateurs, 3 aux libéraux et 1 minute à Monsieur Simard. Donc, Monsieur Madagarkis, vous avez 3 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins de comparaître. J'essaie de comprendre. Vous avez dit 6 à 8 mois pour attendre les examens de risque avant renvoi et vous ne pouvez rien faire avant d'avoir obtenu ces résultats? Je tiens d'abord à dire que on travaille vraiment fort pour les examens des risques de renvoi. C'est un fait. Il y a beaucoup de cas.
Et c'est une vérification de sécurité. Donc, ça nous permet de confirmer l'identité de la personne et ça nous permet d'aller de l'avant concernant l'identité de la personne et des questions de sécurité. Donc, pendant 6 à 8 mois, nous ne savons pas si la personne est au pays et si elle pose un danger ou non, un risque, et en même temps, elle a accès à des services. Donc, c'est un demandeur d'asile et il a droit aux services, oui. Ensuite, il y a un processus de plus de 90 jours avant d'abandonner un dossier, à moins que la demande soit prête pour l'instruction. Ensuite, il y a le processus d'instruction. Il me semble que ça va prendre 1 année pendant laquelle les personnes sont au pays sans avoir eu une vérification et ils ont accès à des bénéfices. Ils engorgent notre système. Je suis en désaccord avec mon collègue en face. Nous ne sommes pas comparables à l'Allemagne. En Allemagne, ils ont le double de la population canadienne. Donc, si on parle de ces environ 300 000 personnes, et cela prend beaucoup de temps pour traiter ces demandes, quand est-ce que vous pensez qu'on va éliminer l'arriéré? Nous pouvons traiter 80 000 cas par année. Nous essayons d'en traiter plus, mais chaque année, vous en recevez plus. Oui, ça va demander du nombre de demandes reçues. Nous essayons de rattraper l'arriéré. Il me semble que c'est un processus sans fin. C'est une situation difficile que nous vivons. C'est une situation difficile aussi depuis les 2 dernières années. Bien sûr, c'est parce que le gouvernement a créé cette situation, parce que les demandeurs d'asile peuvent resquiller, ils peuvent aller au-devant des autres volets d'immigration. Combien de personnes abandonnent elles-mêmes? 4 000 l'année dernière. Donc, ces 400 000 personnes sont venues au Canada, ont eu nos avantages, nos services sociaux et ont abandonné. Je ne sais pas pendant combien de temps ils étaient au pays, mais il y a eu 4 000 personnes qui ont abandonné. Donc, ces gens-là quittent le Canada, retournent dans leur pays. Est-ce que ça ne devrait pas être un rejet automatique? Elles sont venues ici pour fuir la persécution plutôt. Ces personnes-là sont inadmissibles lorsqu'elles reviennent immédiatement. Oui. Et donc, ASFC a une demande de renvoi. Cela appartient à ASFC. C'est étonnant. Merci, M. Mendagakis. C'est 3 minutes. Merci, Mme Brassard. Nous passons à Mme Soe pour 3 minutes et demie, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins. Ma première question concerne la différence entre le processus de CISR et l'examen des risques par renvoi, ou ERAR. Le projet de loi C-12 fera en sorte que les demandeurs qui arrivent au Canada de manière irrégulière et qui ne font pas une demande dans les 14 jours, ces personnes-là seront inadmissibles pour aller chez CISR et elles seront aussi inadmissibles pour un renvoi sans un examen de risque avant renvoi. Pourriez-vous expliquer comment l'examen des risques mené par IRCC est différente d'une détermination de protection pour la réfugiée avec une décision de CISR? Nous offrons une audience et IRCC offre une entrevue. Merci. Dans le budget 2025, nous réservons environ 66 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez nous dire en général ce que vous aimeriez faire avec cet argent-là? Cela représente notre budget actuel. Ça ne représente pas plus d'argent, mais c'est le même budget que nous avions. Donc, cela renouvelle des financements crépusculaires que nous aurions perdus en mars 2026.
Donc, ça nous permet de maintenir notre budget et nous allons continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'ici, soit de trouver des moyens d'améliorer le système en ce qui a trait au processus, à l'automatisation des processus. Et nous allons continuer à trouver plus de temps pour avoir des audiences et avoir aussi plus d'efficacité dans les bureaux pour continuer à simplifier la gestion de CISR. Personnellement, est-ce que vous trouvez que cet investissement va aider les processus de CISR pour être plus efficaces? Nous y travaillons chaque jour. Très bien, merci. Pouvez-vous me dire quel est l'arriéré, le nombre de dossiers en arriéré, et qu'est-ce que vous faites pour essayer de réduire 200 000 et 90, dont un tiers sont des demandes incomplètes. Et nous nous servons ou nous empruntons des stratégies de gestion des dossiers agressives pour traiter le plus possible de demandes et offrir des audiences. En ce moment, cela représente plus de 300 demandes chaque jour pour arriver à des décisions. Donc, voilà comment nous continuons à faire notre travail et nous essayons chaque jour d'augmenter notre capacité. Merci. Compte tenu des défis auxquels vous faites face, quelles seraient les recommandations que vous feriez au gouvernement pour améliorer leur efficacité et les services de la CISR? 15 secondes, s'il vous plaît. Bon, améliorer les vérifications de première ligne. La rapidité est importante. Voir aussi peut-être se pencher sur le système juridique, d'aide juridique, parce que cette organisation, en fait, va venir influencer les comportements. Est-ce que la décision va être impactée par la suite? Ou je m'excuse, je dois vous interrompre, mais vous pourriez peut-être envoyer vos recommandations à l'écrit. Ce serait très apprécié, Monsieur Simard. Merci beaucoup, merci. 1 minute, ça va être rapide, Madame Brassard. C'est comme du speed dating. Sur, je sais pas, peut-être vous l'avez dit puis je l'ai échappé. Sur 100 demandes, mettons, le taux d'approbation, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? C'est 60 de demandes. Et c'est assez consistent d'année en année. Oui, ça reste autour de ça. Et est-ce que vous avez des indications sur les points d'entrée? Je pense que tout à l'heure, pour 24-25, vous avez dit 150 000 demandes. Oui. Et est-ce que vous avez des indications? Ces gens-là sont passés par où pour faire une demande? Ce serait IRCC qui aurait ça? Oui, et les chiffres sont disponibles. On sait Point of Inland, puis Point of Entry, puis oui, IRCC a ça. Et on les a tous les jours. Ça, c'est IRCC on les a aussi, je pense. Mais c'est IRCC qui les sort. Parce que est-ce qu'on peut établir un pattern à partir de ça? On peut voir des ebbs and flows, c'est-à-dire que souvent, juillet, août, c'est des mois plus élevés, puis il y a des mois plus bas. Quand on regarde sur des années, on peut voir des courbes. Est-ce qu'on peut faire la même chose suivant le pays d'origine? Merci, Mme Brassard. Merci, M. Simard. Voilà ce qui met fin à notre premier panel. Rapidement, les demandeurs d'asile n'ont pas accès à tous les avantages sociaux de la société canadienne, seulement des soins de santé de base, les services d'urgence. Peut-être qu'ils seront admissibles à certains services sociaux provinciaux et territoriaux. Ça dépend de la province, j'aimerais. Rappel au règlement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que le programme de soins de santé par intérim comprend. Peut-être que vous devriez peut-être relire. Mais ce n'est pas un rappel au règlement. Oui, mais madame, vous venez de déclarer quelque chose, ou alors c'est un point de débat. Mais ce n'est pas un débat, je fais un commentaire, d'accord, mais n'êtes-vous pas d'accord? Merci beaucoup, madame Rempel-Garner. Non, rappel au règlement.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on arrive à une décision. Vous avez dit que vous voulez qu'on enregistre quelque chose, mais qui est faux. Factuellement parlant, c'est faux. C'est un débat alors? Comprenez-vous ce qui fait partie du programme par intérim de soins de santé? Eye care, les soins dentaires en font partie? Tout cela n'en fait pas partie, si j'ai bien compris. Moi, j'aimerais aussi enregistrer mon rappel au règlement. Très bien, il sera enregistré. Merci. Merci aux témoins pour leur témoignage, votre contribution aussi à notre étude sur le projet de loi C12. Merci pour vos contributions aussi à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Nous allons lever la séance momentanément pendant 5 minutes pour faire entrer notre prochain panel.
Welcome back. We're now resuming. Nous reprenons notre étude. Souhaitons la bienvenue à notre deuxième panel. Quelques commentaires pour nos témoins, donc attendez que je vous nomme avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Chaque commentaire doit être adressé à la présidence. Il va y avoir des votes, donc en cours de séance, vous entendrez peut-être les cloches retentir. Je vais juste voir à ce moment-là ce que mes collègues veulent faire ou comment ils veulent procéder. Donc sur ce, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins pour le deuxième panel de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit d'immigration, Julia Green. Bienvenue. Du Refugee Law Lab, Dr Simon Wallace, professeur adjoint, et de l'Association du barreau canadien, Diana Okunashov, avocate procureur, et Cheryl Robinson, avocate procureur. Vous avez chacun donc jusqu'à 5 minutes pour vos discours d'ouverture. Donc par association, bien sûr, par organisation. 5 minutes pour vos remarques liminaires et après quoi nous passerons à nos questions. Madame Green, allez-y, vous avez 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Julia Green. Je représente aujourd'hui l'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration. L'Acadie. La principale préoccupation de l'Acadie concernant le projet de loi C-12 est le fait que s'il est adopté dans sa forme actuelle, 2 types de personnes ne pourront plus demander l'asile au Canada. Celles qui sont au Canada depuis plus d'1 an et celles qui sont entrées au Canada de manière irrégulière entre les points d'entrée légaux aux États-Unis. À la place, si ces personnes souhaitent demander la protection du Canada, la seule option qui s'offrira à elles sera ce qu'on appelle une évaluation des risques avant renvoi. Lorsqu'une personne présente une demande d'asile au Canada, celle-ci est transmise à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui vient de comparaître, où des commissaires formés et respectant les directives strictes évaluent la demande de protection lors d'une audience orale. Les membres de la Commission sont hautement qualifiés et formés pour évaluer la complexité des demandes d'asile, tout en tenant compte de la manière dont les facteurs tels que les traumatismes, les différences culturelles, les barrières linguistiques et le niveau d'éducation peuvent influencer la façon dont un demandeur raconte son histoire. Ils prennent également en considération des facteurs tels que le temps qu'il a fallu au demandeur pour présenter sa demande d'asile. Et ensuite, chaque membre de la commission évalue au cas par cas si ce retard était justifié ou non. Si un membre de la commission commet une erreur, et ça arrive parce qu'on parle là d'un être humain qui prend une décision, eh bien, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dispose d'un mécanisme d'appel interne et les demandeurs peuvent saisir la Cour fédérale si nécessaire ensuite. Mais après cela, ils ne pourront pas, en fait, pendant tout ça, ils ne pourront pas être renvoyés vers leur pays d'origine pendant cette évaluation. En fait, la Commission dispose de mécanismes de contrôle et d'équilibre pour garantir que personne ne soit renvoyé dans une situation dangereuse, comme le prévoit le droit international. Avec l'évaluation des risques avant renvoi, je vais après cela appeler ça l'ERAR, eh bien, il n'y a pas d'audience obligatoire et les demandeurs doivent présenter tous leurs arguments et preuves par écrit dans un délai de 30 jours. Les agents de l'IRCC, qui évaluent la demande, ne sont pas soumis aux mêmes directives que les membres de la CISR et il n'existe aucun mécanisme permettant de faire appel d'une décision relative à une évaluation des risques avant renvoi. Le seul recours dont disposerait une personne en cas d'erreur dans la décision relative à son évaluation des risques avant renvoi serait de la contester devant la Cour fédérale. Cependant, en attendant que la Cour fédérale examine la décision, le demandeur ne bénéficie pas d'un sursis automatique à l'expulsion. Cela signifie essentiellement qu'il pourrait être renvoyé vers son pays d'origine et se retrouvera peut-être dans une situation risquée voilà. Nous craignons donc que le fait de faire de l'évaluation des risques avant renvoi le premier et le seul moyen pour certaines personnes de faire évaluer leur demande de protection signifie que beaucoup d'entre elles pourraient passer entre les mailles du filet. Et en tant qu'avocat au Québec, en particulier, donc nous sommes également particulièrement préoccupés par le projet de loi C-12 car de nombreux ressortissants étrangers au Québec proviennent de pays sous moratoire.
Les pays sous moratoire sont des pays vers lesquels le Canada ne renvoie généralement pas de ressortissants étrangers en raison de la gravité de la situation sécuritaire. Donc, par exemple, des pays sous moratoire comprennent Haïti, la République démocratique du Congo, le Venezuela, le Mali, le Yémen, l'Ukraine, entre autres. Si une personne d'origine de l'un de ces pays appartient à l'une des deux catégories déjà mentionnées dans le projet de loi C-12, sa seule option pour demander la protection sera une évaluation des risques avant renvoi. Cependant, une évaluation des risques avant renvoi ne peut être proposée qu'une fois que leur renvoi a été programmé. Ainsi, en l'absence de renvoi possible, les personnes présentes au Canada qui proviennent de l'un de ces pays ne peuvent ni demander l'asile ni entamer le processus d'évaluation des risques avant renvoi. Donc, en tant qu'avocat d'une province qui accueille de nombreuses personnes d'origine d'Haïti, de la République démocratique du Congo, eh bien, on trouve qu'il est très problématique le fait que tant de personnes puissent se retrouver dans cette situation incertaine. Acadie recommande donc que le projet de loi C-12 ne soit pas adopté à moins que les modifications proposées à l'alinéa 101B de la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés ne soient supprimées, car elles risquent de compromettre l'efficacité de notre programme d'accueil des réfugiés. À tout le moins, la loi devrait prévoir des exceptions pour les situations particulières telles que des cas de violence conjugale, les mineurs non accompagnés, les demandes d'asile des personnes LGBTQ+, et les personnes provenant de pays. Désolée, merci. Peut-être que vous pourrez continuer lors de la période des questions et réponses. Ensuite, donc, Monsieur Wallace. Allez-y, vous avez 5 minutes. Merci. Eh bien, je suis donc du Refugee Law Lab. C'est en fait un laboratoire et qui se sert des méthodes de recherche computationnelle pour mieux comprendre le fonctionnement du système d'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, je partage les conclusions empiriques d'un article sur la proposition du projet de loi C-12 visant à transférer certains cas de réfugiés du système de la CISR au système de l'ERAR, les nouvelles règles d'éligibilité proposées. Donc, après avoir examiné par ordinateur plus de 180 000 dossiers de la Cour fédérale du Canada, eh bien, je tiens aujourd'hui à lancer un avertissement simple. Si elles sont adoptées, ces dispositions rendront le système canadien d'adjudication des réfugiés moins efficace et non plus efficace. La raison est assez simple. Le projet de loi contourne la section d'appel des réfugiés de la CISR. La SAR a été créée, la section d'appel des réfugiés donc a été créée par le gouvernement conservateur précédent et aujourd'hui, fort de 13 années de données, nous pouvons la considérer pour ce qu'elle est, une réussite en matière d'efficacité. Donc, en fait, elle n'interdit pas à de nouvelles catégories de personnes de demander la protection des réfugiés. Elle propose plutôt de transférer la compétence pour certains cas de réfugiés de la CISR au système de RAR. Comme nous venons d'entendre, il s'agit d'un tribunal expert avec... Et la CISR est un tribunal d'experts. Elle compte des arbitres bien formés, une direction de la recherche de calibre mondial. Les décisions de première instance qui sont refusées peuvent habituellement faire l'objet d'un appel devant la section d'appel des réfugiés. Souvent, nous considérons chacun de ces petites choses comme des mécanismes d'amélioration. Mais il y a une autre façon de penser à l'expertise de la CISR, c'est-à-dire que lorsque la CISR refuse, ces refus sont bien justifiés, éclairés et les erreurs sont repérées par la SAR. Cela signifie que la CISR rédige des décisions qui peuvent être défendues devant les tribunaux. En revanche, le système de RAR a toujours été conçu comme un filet de sécurité de dernier secours et non pas comme une porte d'entrée principale. Il s'agit certainement d'un élément important de notre système de détermination du statut de réfugié, mais ce n'est pas une étude approfondie des mérites de la demande. Il existe des preuves empiriques que la SAR accroît l'efficacité du système. Aucun changement n'était plus important que la décision de créer la section d'appel des réfugiés. Maintenant, grâce à nos 13 années de données, nous constatons que cette innovation de 2012 a protégé le système canadien d'accueil des réfugiés lorsqu'il était le plus sous pression. J'ai fait circuler des tableaux, je vais m'y référer. Le graphique 1
illustre la charge de travail de la Cour fédérale en matière d'immigration. Vous remarquez qu'après le lancement de la SR en 2012, le cas de réfugiés devant la Cour ont chuté brusquement, même si le volume des demandes en tout a doublé ou triplé. La SAR a protégé la Cour et cela a protégé le système contre des révisions coûteuses, des audiences de la Cour, des honoraires d'avocats. Donc, la SAR fonctionne. Le graphique 3 est très intéressant. Elle montre ce qui arrive lorsque les causes parviennent à la Cour fédérale. La Cour fédérale confirme les décisions de la SAR dans 95% des cas. Donc, lorsque c'est une décision de SAR, ça résiste à un examen minutieux. Si je lis bien les données, nous sommes près de un point où près de 40% des demandes sont acceptées ou réglées. Donc, voici l'essentiel. Premièrement, nous constatons que la CISR et la SR réduisent la charge de travail de la Cour. Deuxièmement, nous constatons que lorsque les décisions relatives à ERRR sont portées devant les tribunaux, le taux d'octroi est beaucoup élevé. Donc, si le projet de loi est adopté tel quel, le Parlement va transférer des cas de la partie du système qui fonctionne efficacement à une partie qui va faire augmenter la charge de travail pour la Cour fédérale. IRCC rendra peut-être les décisions relatives plus rapidement que la CISR, je ne sais pas. Mais l'erreur plus rapide n'est pas plus efficace. Lorsque le système est sous pression, il est plus efficace de bien faire les choses du premier coup. Il me semble que je vais manquer de temps, donc je vais m'en tenir à cela et je cède mes 10 secondes. Merci, Dr. Wallace. Nous passons à Mme Okun-Nachaf. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais tout d'abord parler de nos préoccupations. Nous faisons suite à notre collègue qui a déjà comparé devant la Cour. Le document de l'ABC, Droit, technologie et responsabilité, traite de notre position. Ce rapport est très pertinent parce que nous pensons que le projet de loi C-12 va dans la mauvaise direction. On veut restructurer le paysage d'immigration du Canada. Il y a un mandat de réduire le nombre de résidents permanents en 1 année. Dans ce contexte, nous discutons d'un projet de loi qui permet des annulations en masse de demandes par un décret en Conseil. Et on veut aussi faire exemption à ces décrets. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut contourner la façon normale de faire des choses? Les annulations de catégorie 1 existent déjà. Par exemple, nous avons mis fin à l'arriéré pour les travailleurs qualifiés du fédéral. Nous nous demandons si le fait d'avoir des annulations de masse va bien refléter pour le Canada, va nous faire bien paraître. Surtout lorsqu'on a du langage vaste, comme c'est dans l'intérêt du public. Il faut des exigences claires qui découlent d'une étude en comité. Donc, l'annulation d'un visa de toute une catégorie va annuler les demandes de personnes qui ont beaucoup investi pour venir au Canada. En même temps, nous nuisons pour essayer d'attirer des talents. La ministre a dit qu'elle va restreindre son utilisation de l'annulation de masse pour des temps de guerre ou des pandémies, mais cela ne fait pas partie de la loi. Rien ne l'empêche d'y avoir recours plus souvent. Nous nous demandons aussi si on peut traiter de la fraude en faisant des annulations de masse. Nous risquons d'enfreindre les droits de la en vertu de la Charte. Les études du comité comme celui-ci sont importants pour limiter les pouvoirs et nous demandons donc de faire plus d'études pour le projet de loi C-12. Je vais poursuivre et je vais parler de notre deuxième préoccupation et c'est
l'impact qu'aura le projet de loi. L'introduction de représentants désignés pour les affaires ne relevant pas de la Commission de l'immigration est très encourageante. Cela permettra aux personnes les plus vulnérables, comme les enfants et ceux qui sont touchés par d'importants traumatismes, d'être entendus et de participer au processus d'immigration. Cependant, nous nous préoccupons par le fait que tout ce régime est délégué à la réglementation. Le projet de loi stipule qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les représentants désignés peuvent entièrement prendre des décisions au nom d'une personne, y compris à savoir s'il faut présenter une demande ou y renoncer. C'est un type de prise de décision au nom d'autrui qui va au-delà de ce qui est accordé aux représentants désignés. Donc, il faut un organisme de surveillance indépendant. Pour ce qui est de l'interdiction d'inadmissibilité d'1 an, nous craignons que cela ne protège pas les réfugiés authentiques, car cette mesure va à l'encontre de l'expérience vécue par les réfugiés et de notre jurisprudence. Un risque peut survenir après l'entrée au Canada. La situation des pays change, les guerres peuvent éclater, les groupes minoritaires sont persécutés. Après avoir passé du temps au Canada, une personne peut se rendre compte que son orientation sexuelle ou son identité de genre le met à risque. Étant donné que la période d'1 an est liée à l'entrée initiale au Canada et non pas à la plus récente, on peut imaginer un scénario où une personne qui craint sincèrement d'être persécutée se voit interdire le processus de demande de statut parce qu'elle a été amenée au Canada par ses parents en vacances lorsqu'elle était enfant. Bien que ces personnes aient accès à l'examen des risques, il ne s'agit pas d'un substitut adéquat car il manque de garanties procédurales comme l'audience. Le détournement de ces personnes vers le système de RRR ne fera que redistribuer tout inventaire à IRCC qui n'a pas l'expertise nécessaire. Les litiges relatifs au ERRR exigent jusqu'à 2 fois plus de ressources judiciaires en raison d'un contrôle judiciaire et d'une requête de sursis à la mesure de renvoi. Cela s'ajoute aux litiges entourant la disposition elle-même et sa constitutionnalité, ce qui exerce des pressions supplémentaires sur nos tribunaux. Merci et nous serons heureux de répondre aux questions du comité. Merci beaucoup et il vous reste 15 secondes.